Bonjour, aujourd'hui les infections nosocomiales. Je ne vous cache pas que le sujet est particulièrement rébarbatif parce que nous allons faire des incursions larges sur le territoire juridique qui n'est pas exactement le terrain favori des médecins et des chirurgiens. Néanmoins, c'est de la légitime défense et je vous conseille vivement, si vous voulez avoir un exercice professionnel serein, de savoir à quelle sauce vous pouvez être mangé et en cas de procès, comment éviter de le perdre. Donc, les infections nosocomiales. Qu'est-ce que c'est qu'une infection nosocomiale? Eh bien, juridiquement, une infection nosocomiale est acquise dans un établissement de soins et cette infection n'était ni en incubation ni présente à l'admission du malade et elle survient après un délai minimum de 48 heures après l'admission. Elle peut survenir après ces 48 heures dans les 30 jours qui suivent une opération et jusqu'à 1 an après la pose de prothèses et d'implants. Donc ça, c'est la définition juridique d'une infection nosocomiale. Alors, il ne faut pas confondre, comme le font beaucoup d'avocats, et de patients bien entendu, mais ce n'est pas de leur faute, une infection et une contamination. Je vous renvoie à la vidéo concernant les microbes de la peau. Je vous rappelle que nos cellules constituent 1 à 10% de l'ensemble des cellules vivantes que nous trimballons à chaque pas. Les 90% ou 99% restants étant constitués par des microbes. Donc nous sommes couverts de microbes et notre peau saine est couverte de microbes. Nos plaies sont couvertes de microbes. Cela n'a absolument aucune importance. Une plaie, c'est même un domaine passionnant. Un domaine passionnant puisque la barrière cutanée qui faisait obstacle aux microbes eh bien, a disparu. Donc la plaie est une interface entre le milieu extérieur et ses microbes représentés par la mer et nos défenses immunitaires naturelles représentées par le sable de la plage. Et il y a toujours un équilibre constant lorsqu'on est en bonne santé. Et donc, comme la peau saine, la plaie est contaminée par des microbes. C'est une situation bactériologique normale, inévitable. Là où ça devient ennuyeux, ça s'appelle une infection. C'est quand nos défenses immunitaires que vous voyez représentées sur la droite de votre schéma avec le machin vert, quand nos défenses immunitaires s'effondrent. À ce moment-là, les microbes ont le champ libre et vont attaquer en donnant des signes cliniques, la fièvre, la rougeur, la lymphangite, la septicémie, etc. Donc, la situation d'une plaie contaminée est une situation normale. La situation où il y a des signes cliniques est une situation anormale. Donc, on ne parle ici que d'infection et pas de contamination. Il nous faut des signes cliniques pour parler d'infection nosocomiale, évidemment. Il faut distinguer une infection d'un portage, c'est-à-dire que je peux être porteur sain de bactéries multirésistantes sans avoir de signes cliniques d'infection ou de fièvre ou quoi que ce soit, ou de bactéries pas multirésistantes, d'ailleurs j'en ai plein. Je vous renvoie encore à cette magnifique vidéo concernant les microbes de la peau. Il ne faut pas confondre le caractère acquis d'une infection à l'hôpital avec la multirésistance habituelle des germes. Je peux avoir des germes multirésistants, je ne les ai pas forcément acquis à l'hôpital, ou en tout cas pas dans le séjour considéré. Enfin, il ne faut pas oublier que les infections nosocomiales peuvent certes atteindre les patients, mais elles peuvent aussi atteindre les soignants. Et ça s'appelle des accidents d'exposition au sang, dont sont particulièrement menacés en particulier les chirurgiens. Je n'ai pas besoin de vous rappeler que vous pouvez vous piquer ou vous couper au bloc opératoire et attraper des maladies préoccupante dans ces circonstances. Alors, le chirurgien est donc particulièrement intéressé non pas par les infections nosocomiales en général, mais par les infections, les suppurations post-opératoires, c'est-à-dire les ISO, les infections du site opératoire. Et je vous rappelle que sur le plan juridique, légal, une infection du site opératoire survient dans les 30 jours qui suivent une opération. 31e jour, ça n'est plus une infection nosocomiale juridiquement, et elle survient dans l'année qui suit la mise en place d'un implant. Si la prothèse s'infecte au bout de 13 ou 14 mois, eh bien ce n'est plus juridiquement une infection nosocomiale. C'est pas de chance, mais ça n'est pas nosocomial. Donc cette définition est très précise. Alors la loi. Maintenant, ne tournons plus autour du pot et voyons la loi. Alors la loi, qu'est-ce que c'est ?
Eh ben, si vous ne le savez pas, je vous conseille d'aller sur Légifrance, et sur Légifrance, vous allez trouver parmi les très nombreux codes qui régissent notre activité quotidienne, depuis le code de la route jusqu'au code de la sécurité sociale en passant par le code des impôts, eh bien vous avez un code qui s'appelle le code de la santé publique. Et le code de la santé publique, je vous conseille vivement de lire l'article L1142-1 de ce code qui nous dit que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé, c'est vous, ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. Alors je vous ai supprimé des phrases, là entre parenthèses, mais ça continue. Et ici, je ne vais peut-être pas vous lire ça intégralement, vous ferez un arrêt sur l'image si ça vous intéresse. Tout ça, ça nous parle de la responsabilité lorsqu'elle n'est pas engagée, ni du professionnel, ni de l'établissement, et qu'il y a quand même des dommages. Eh bien, les dommages peuvent être remboursés, couverts par la solidarité nationale, c'est-à-dire l'ONIAM, à condition qu'ils dépassent une certaine importance, qui est fixée aussi par décret et par la loi. En clair, ça veut dire que si le chirurgien n'a pas commis de faute et que l'expert ne peut pas le prouver, eh bien le chirurgien n'est pas considéré comme responsable et à ce moment-là, c'est l'établissement dans lequel il travaille, hôpital ou clinique, qui est responsable de cette infection nosocomiale et qui va payer les dégâts. À moins qu'il rapporte la preuve d'une cause étrangère à l'infection. Donc ça n'est pas facile à prouver, mais c'est dans ces cas-là qu'intervient l'ONIAM. Et l'ONIAM, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, eh bien elle n'intervient pas parce que vous avez un staphylocoque doré qui a été retrouvé sur la peau, elle intervient parce que vous avez des dommages importants. Et des dommages importants, eh bien ils doivent être au moins égaux à 24% d'IPP, c'est-à-dire d'incapacité professionnelle permanente, et une IPP à 24%, et bien pour ça, il en faut, vous êtes par exemple, vous avez perdu un œil ou quelque chose comme ça. Donc ce sont des dommages qui sont relativement importants. Alors, si une infection est déclarée nosocomiale juridiquement, vous avez vu les définitions, eh bien la question de la responsabilité et du payeur est réglée. S'il y a une faute, eh bien ce sera le chirurgien. S'il n'y a pas de faute du chirurgien, ce sera l'établissement. Et si l'établissement dit, eh bien non, tout a été respecté, eh bien alors ce sera l'ONIAM. De toute façon, le juge veut que la personne qui se plaint, qui s'appelle la personne demanderesse, soit indemnisée de ses préjudices, et tout ce qu'elle veut, c'est trouver un responsable qui va payer. Le responsable qui va payer, ça peut être vous, si vous ne suivez pas toutes les recommandations que vous allez voir. Alors, pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance, je vous ai montré ici quelle est la mission d'un expert judiciaire. Quelle mission reçoit-il du tribunal? Première mission qui vient du tribunal de Paris, et c'est une mission qui est tout à fait standard, donc je vais vous passer rapidement, mais je vais vous lire, voilà, des experts sont commis, c'est-à-dire vous avez un chirurgien et vous avez une infectiologue. Le premier expert assurant la coordination des opérations, etc. Donc quelle est la mission de ces experts? Interroger les parties, reconstituer les faits ayant conduit à la présente procédure, décrire les soins et interventions qui motivent cette affaire, déterminer l'état de santé de la partie demanderesse avant les faits incriminés, consigner les doléances de la patiente, fournir les informations permettant au juge d'apprécier si le défendeur a rempli son devoir d'information. Donc le devoir d'information, le juge le vérifie expressément dans toutes les affaires juridiques médicales. Préciser si les prescriptions de l'arrêté du 17 octobre en matière d'esthétique ont bien été remplies, c'est-à-dire que s'il y a un délai de 15 jours, le devis, etc. Vérifier si les installations où ont été pratiquées la chirurgie en matière d'esthétique vérifient les conditions du Code de la santé publique, c'est-à-dire qu'elles sont autorisées par l'ARS. Examiner la patiente pour voir si elle a des dommages.
s'il s'agit effectivement d'une infection, préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes et porter le diagnostic et entrepris le traitement. Dire si les actes et traitements étaient pleinement justifiés, dire si l'état et la conséquence des actes dommageables, dire etc., etc. Donc ici on rentre dans les procédures juridiques qui vont permettre au juge de chiffrer les préjudices et de mettre un certain nombre d'euros au bout du compte parce qu'il sait déjà qui va payer. Donc ici vous voyez qu'une mission d'expertise, ça doit répondre à des questions très précises. Je vous laisse lire tout ça si ça vous intéresse. Je vous recommande d'ailleurs de vous y intéresser au moins une fois dans votre vie parce que c'est exactement la carte mentale d'un juge. Elle est faite comme ça et c'est comme ça qu'elle vous voit. Deuxième exemple, eh bien c'est un autre tribunal, une autre cour d'appel, c'est à Sens. Eh bien ici, la mission est de retracer l'état médical, de procéder à l'examen clinique détaillé, de décrire les soins dont la patiente a été l'objet. S'il s'agit d'une infection, l'origine de cette infection, est-ce qu'elle est exogène, endogène, quelles sont les origines de l'infection, est-ce que c'est une aggravation, est-ce qu'il s'agit d'une infection nosocomiale, etc., etc. Et donc il faut préciser si les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d'hygiène, si les moyens personnels et matériels ont été mis en œuvre, si le patient présentait des facteurs de vulnérabilité, si l'infection aurait pu survenir de toute façon en dehors de tous ces jours, etc., etc. Donc vous voyez que les juges ont des questions qui sont très précises, qui ne correspondent peut-être pas à vos préoccupations quotidiennes, mais c'est avec cette grille de lecture que vous devez faire attention à votre exercice quotidien. Et donc votre exercice quotidien, eh bien je suppose que ça va être d'éviter d'être pris en faute par le premier expert venu à l'occasion de la première plainte venue. Donc pour ne pas être fautif, eh bien vous, chirurgien plasticien, vous allez connaître ce que l'expert va rechercher. Il va rechercher des fautes par défaut d'information. Si vous n'avez pas prévenu vos patients, si vous n'avez pas informé vos patients et que vous les opérez quand même, eh bien vous allez être déclaré fautif. Vous ne les avez pas informés du risque infectieux. S'il y a des circonstances aggravantes que nous reverrons, s'il y a des fautes qui sont directement à l'origine de l'infection ou qui peuvent la favoriser, si vous avez fait une grossière faute d'asepsie et que tout le monde l'a vu, eh bien vous pouvez arrêter là votre vidéo. S'il y a des fautes dans l'organisation des soins, nous y reviendrons, ou s'il y a des fautes dans la prise en charge du traitement de cette infection nosocomiale, eh bien voici toutes les circonstances dans lesquelles vous ne gagnerez pas le procès et votre assureur va devoir mettre la main à la poche. En conséquence, vos primes d'assurance vont augmenter. Alors en pratique, que faut-il faire ou ne pas faire pour éviter d'être non pas traîné devant les tribunaux, mais d'être pris en faute et de perdre votre procès? Eh bien, vous avez sous les yeux tous les points que nous allons aborder successivement. En préopératoire, la consultation, l'hospitalisation, en péropératoire, pendant l'intervention, et en post-opératoire. Alors voyons successivement tous ces points. En préopératoire, avant l'intervention, eh bien, le point essentiel, c'est la consultation préopératoire. Et dans cette consultation préopératoire, eh bien, vous allez devoir dépister les facteurs de risque d'infection. Les facteurs de risque d'infection, ce sont des antécédents infectieux dans la région opérée en particulier, ce sont d'autres lésions infectées qui siègent à proximité ou dans d'autres parties du corps, ce sont des facteurs généraux qui augmentent le risque infectieux, une chimiothérapie, une immunodépression, une infection par le diabète, par le VIH, un diabète, un état général altéré, avec le score ASIA de nos amis anesthésistes, ou des facteurs qui peuvent entraîner une mauvaise cicatrisation, au premier rang desquels le tabagisme et l'obésité. Il y a enfin des facteurs de risque pour la communauté, c'est-à-dire qu'un patient qui a une hépatite virale ou un VIH, eh bien, il va falloir que le personnel soignant se protège d'une éventuelle contamination d'un AES, accident d'exposition au sang. Donc ça, c'est le dépistage des facteurs de risque qui doit être tracé dans votre observation préopératoire.
vous devez aussi informer le patient. Informer le patient de quoi? Eh bien qu'il y a un risque infectieux pour tout acte invasif, qu'il s'agisse d'une piqûre ou d'une opération chirurgicale comme vous vous apprêtez à la réaliser. Et enfin, que chaque intervention, eh bien, résulte, son indication opératoire plutôt résulte d'une pesée, d'une appréciation du rapport bénéfice-risque. Vous devez bien entendu tracer la délivrance de votre information dans votre dossier, et c'est une information qui concerne non pas l'intervention que vous allez réaliser, plastie mammaire, abdominale ou que sais-je encore, mais précisément le risque infectieux de cette intervention. C'est toujours la même chose, vous pouvez faire un tiroir comme le tabac. En tout cas, vous devez tracer la délivrance de l'information spécifique au risque infectieux de votre patient. Si vous ne le faites pas, eh bien, vous avez un défaut d'information et c'est vous qui êtes responsable de quels que soient les dommages. À part ça, même si vous avez très bien travaillé, que vous n'y êtes pour rien, eh bien, vous serez quand même déclaré responsable parce que vous n'avez pas informé votre patient que ça peut s'infecter. C'est pas compliqué. Vous devez, lorsque votre patient a accepté l'intervention, qu'il y a consenti d'une façon éclairée grâce à votre brillante information, que vous avez attendu les délais suffisants, qu'il a signé un document témoignant de son consentement éclairé, à ce moment-là, vous allez l'opérer. Il va se faire hospitaliser et là, l'hospitalisation préopératoire, elle doit obéir à des règles. Il est inutile d'hospitaliser votre patient plusieurs jours ou semaines à l'avance. Il est bien connu maintenant qu'à l'hôpital, on attrape des infections et que plus on va y rester longtemps, plus on risque d'en attraper. Ça n'est pas la peine de faire attraper ces infections avant l'opération que vous méditez. Donc plus court sera le délai entre l'hospitalisation et l'intervention et mieux cela vaudra pour tout le monde. Vous allez passer, voir votre opéré, votre futur opéré, bien vous allez passer dans sa chambre pour lui dire bonjour et pour savoir un petit peu si l'état de santé n'a pas été modifié depuis votre examen clinique lors de la consultation initiale. Et ça, ce passage préopératoire du chirurgien qui vérifie, qui fait son check-up ultime est absolument essentiel. Lorsque votre patient est opéré pour quelque chose d'un petit peu important évidemment, eh bien, lorsque ça concerne une intervention infectieuse ou qui comporte des risques infectieux ou une plaie qui est déjà infectée, eh bien, il est absolument vital de faire déjà des prélèvements bactériologiques à l'entrée pour prouver à l'expert eh bien, que le microbe dont il est question lors du procès, eh bien, ce microbe existait déjà à l'entrée du patient à l'hôpital et n'a pas été attrapé dans votre service ou dans votre unité. Et là, c'est absolument vital et ça peut vous sauver la vie en déboutant le patient qui vous accuse d'un microbe qu'il a attrapé ailleurs. En opératoire, donc la préparation cutanée de votre opéré obéit à des règles qui sont édictées dans chaque établissement, qui sont faites par le CLIN, l'UFLIN ou tout ce que vous voulez. Et donc ici, ces règles doivent absolument être suivies par les infirmières qui préparent la peau de votre opéré, par les infirmières de bloc opératoire, par vous-même. Donc le protocole doit être suivi et il doit être tracé, prouvé que ce protocole a été suivi. Faute de quoi, eh bien s'il n'y a pas de trace que le patient a pris sa douche à la bétadine, qu'on lui a demandé, que l'infirmière l'a vérifié, que la préparation cutanée au bloc n'a pas suivi le protocole de l'établissement, etc., eh bien vous allez encore être déclaré fautif. Vous voyez que ça tient à pas grand-chose. Le chirurgien, lui, il est responsable de tout, évidemment. Il doit être suffisamment compétent et expérimenté. Bien sûr, s'il est prouvé que c'est la première fois que vous faites cette opération ou la deuxième, eh bien, vous risquez d'avoir des ennuis et ce sera compréhensible. Vous ne devez pas être vous-même porteur d'une infection, car s'il est prouvé que vous étiez sévèrement infecté le jour de l'intervention et que votre patient a un microbe voisin du vôtre, ça ne se passera pas bien. Vous êtes responsable de l'installation du patient, bien sûr, co-responsable avec l'anesthésiste. Vous êtes responsable du respect par vos aides opératoires des règles d'asepsie chirurgicale. S'il y a une faute d'asepsie, eh bien c'est vous qui en serez tenu pour responsable, et ni votre aide ni votre penseuse. Vous êtes responsable avec l'anesthésiste des protocoles d'antibiothérapie et d'antibioprophylaxie. L'antibiothérapie, je vous rappelle qu'elle ne s'adresse qu'aux classes 1 et 2 d'Alzheimer
et pas aux classes 3 et 4, c'est-à-dire aux infections qui sont déclarées et qui sont en voie de, enfin qui sont largement constituées sous vos yeux et pleines de pus. Là évidemment le traitement n'est plus l'antibiothérapie, ou en tout cas elle n'obéit plus aux règles, à ces règles de prévention. En péropératoire, vous avez donc à ce sujet le score NNIS, c'est évidemment un score américain de plus. Le score NNIS, c'est National Nosocomial Infection Survey System. Eh bien, ça évalue le risque d'infection nosocomiale. Il tient compte de 3 paramètres qui sont cotés chacun 0 ou 1. La classe ASA, eh bien, si elle est égale à 3, 4 ou 5, eh bien, le point, vous comptez 1 point. Sinon, vous comptez 0. La classe de contamination selon Altmaier, qui est surtout valable en chirurgie digestive, mais enfin il y a une adaptation à notre spécialité, la chirurgie plastique, que vous allez voir au cours du prochain congrès et qui sera publié. Eh bien, cette classe de contamination, elle vaut 1 point si elle est égale à 3 ou 4. Si c'est une classe 1, c'est-à-dire aucun risque infectieux, ou si une classe 0 ou 1, c'est-à-dire qu'il y a une rupture minime de la sepsie, eh bien c'est 0 point. Enfin, la durée de l'intervention, eh bien ça dépend de chaque intervention bien sûr, mais il y a des standards, et si vous dépassez ces standards, c'est 1 point. Si vous ne dépassez pas le standard, parce que plus on opère lentement et plus le risque infectieux est augmenté. Donc, résumé, le score NNIS, ça varie de 0 à 3. 0, eh bien le risque infectieux est tout à fait acceptable, il est minime. S'il est de 3, eh bien vous risquez à tous les coups une infection du site opératoire, et donc c'est un facteur de risque dont vous devez tenir compte. Et ça doit être marqué, ces 3 éléments, la durée de l'intervention, la classe de contamination 1, 2, 3, 4 selon Altmaier et la classe ASA du patient. Vous devez absolument les noter dans votre compte-rendu opératoire, faute de quoi votre compte-rendu opératoire eh bien, sera déclaré comme non conforme aux standards et aux recommandations internationales habituelles. Très bien. Ça commence à se préciser. Donc, les conférences de consensus recommandent en outre d'assurer une traçabilité sur votre compte-rendu opératoire, dans votre dossier médical, de la préparation cutanée de l'opéré, c'est-à-dire que vous allez décrire la façon dont vous badigeonnez votre patient avant d'installer les champs, vous allez dire si une antibioprophylaxie a été réalisée, oui ou non, laquelle et quand. Vous allez mettre l'ordre du programme opératoire en principe, c'est-à-dire que c'est le premier patient opéré, deuxième patient opéré, troisième patient opéré de la journée. Vous allez mettre l'identification des intervenants, bien sûr vous allez mettre votre nom, bien sûr vous allez mettre celui d'anesthésiste, mais enfin n'oubliez pas celui de vos aides opératoires et celui de vos penseuses. Les matériels et dispositifs médicaux, eh bien, en particulier en matière d'implants, et notamment les implants mammaires, vous doivent être tracés dans le compte-rendu opératoire. Il faut bien entendu la marque, le numéro de lot, le numéro de série. C'est une obligation légale sur laquelle je n'insiste pas. Les procédures de nettoyage et la chronologie des événements, tout ça, elle est retracée par le bloc opératoire, par les infirmières penseuses qui passent leur temps à coller des étiquettes et à remplir des cases dans les ordinateurs pendant que vous opérez. L'opération s'est bien passée, votre patient a été informé, vous l'avez opéré, tout s'est bien passé. Alors en post-opératoire, eh bien, il va falloir que vous obéissiez à des règles bien précises. Les règles bien précises concernent d'abord la surveillance, la prévention des infections. C'est-à-dire que pour prévenir les infections nosocomiales, pour prévenir l'infection du site opératoire, il faut que les protocoles de soins et de pansement fassent l'objet d'une prescription écrite ou de protocoles qui sont écrits. Si ces pansements ne font pas l'objet d'un protocole écrit ou d'une prescription écrite, eh bien l'expert va vous chercher des puces. Deuxièmement, c'est pas tout de changer les pansements, mais il va falloir surveiller votre patient. Et la surveillance, elle concerne à la fois la plaie opératoire, et ça c'est vous qui devez surveiller la plaie opératoire. Elle concerne les drainages, si vous avez mis des lames ou si vous avez mis des drains aspiratifs. Elle concerne l'état général du patient, évidemment, notamment sa température. Donc il y a 2 examens qui peuvent rendre des services. C'est l'examen bactériologique des liquides de drainage dans les flacons de Redon et les dosages des marqueurs de l'inflammation, la VS, la CRP ou le fibrinogène, pour ne citer que les plus importants. Donc ici, vous devez
surveiller votre patient. Je ne dis pas qu'il faut faire ça systématiquement, mais en tout cas, si vous avez un risque ou si vous avez un doute quelconque, eh bien, vous devez faire tout ça. Le diagnostic, eh bien, vous le savez, la chirurgie n'est pas une science exacte et malheureusement, eh bien, les opérations peuvent s'infecter, peuvent se compliquer. Si vous avez une infection, il est admis que toutes les opérations peuvent s'infecter, condition que la fréquence de survenue ne soit pas anormale, mais il faut que vous détectiez le plus précocement possible cette infection. Donc le diagnostic lui-même, eh bien, on peut vous reprocher de ne pas l'avoir fait à temps. Alors comment est-ce que vous pouvez faire le diagnostic d'une infection nosocomiale? Eh bien là, c'est pas facile et là, ça peut être un peu compliqué de prouver l'infection nosocomiale. La véritable preuve, c'est un prélèvement bactériologique. Un prélèvement bactériologique, lorsqu'on a une situation inflammatoire sous une prothèse mammaire, c'est très difficile d'avoir ce prélèvement bactériologique. Donc ici, on a des faisceaux de preuves, des faisceaux d'arguments qui nous font penser que peut-être il y a une infection nosocomiale. Il faut tracer cette suspicion d'infection dans l'observation et dire je sais bien que je n'ai pas fait de prélèvement bactériologique, néanmoins l'existence de cette fièvre ou de cette rougeur m'incite à penser qu'il y a une infection en cours. Cette inflammation me témoigne d'une infection si ça s'accompagne de fièvre ou de signes généraux et donc je vais prescrire. Je sais bien que je devrais reprendre le patient, la patiente plutôt, pour enlever sa prothèse. Théoriquement, il est admis aussi que je peux avoir une tentative conservatrice et prescrire des antibiotiques à condition bien sûr de ne pas m'obstiner si ça ne marche pas. Par exemple, ça c'est le cas le plus fréquent. Mais si vous avez un doute raisonnable et que vous pouvez faire des prélèvements bactériologiques, vous pouvez penser à l'échographie aussi, mais la reprise précoce de l'intervention s'impose. Une infection du site opératoire ne se traite pas par des antibiotiques, elle se traite par une reprise de l'intervention avec ablation d'un corps étranger ou d'un implant s'il s'agit de ça. C'est pas tout de faire le diagnostic, il faut aussi informer votre patient en disant « Monsieur, madame, vous avez une infection nosocomiale du site opératoire ». Si vous ne le faites pas, vous aurez un procès de toute façon, mais en plus vous n'aurez pas informé votre patient. On va dire que vous avez tenté de dissimuler la poussière sous le tapis, vous avez tenté de masquer la vérité au patient, et là, eh bien, ça vous sera reproché à raison. Lorsqu'il existe une complication en général et une infection en particulier, il faut le dire au patient en disant ben voilà, c'est ennuyeux, mais il y a une infection. Et là encore, notre fameux code de la santé publique et l'article L1142-4, cette fois-ci, eh bien, doit dire que, enfin, vous impose d'informer votre patient de cette infection nosocomiale. C'est la loi. Enfin, eh bien, une fois dépisté suffisamment tôt cette infection, une fois votre patient informé, bien entendu, vous devez traiter votre infection du site opératoire et votre patient. Et le traitement, comme je vous l'ai dit, d'une infection du site opératoire, c'est essentiellement chirurgical. C'est une reprise de l'intervention. Il faut enlever soit le corps étranger infecté, soit les tissus nécrosés, soit enfin, ce qui continue à suppurer. Une infection chirurgicale, ça se traite par de la chirurgie. Les antibiotiques n'ont pas d'indication systématique, leur prescription est discutée avec les collègues d'infectiologie, parce que le chirurgien qui prescrit de l'augmentin ou de la piocacine à tout va, ben c'est fini. Là c'était il y a 30 ans, c'était il y a 20 ans, mais c'est comme ça qu'on a des infections regrettables dans les hôpitaux, c'est fini. Donc faites-vous aider par un collègue infectiologue, sinon ça vous sera aussi reproché. Si la bactérie responsable est multirésistante, bien sûr, en dehors de l'antibiothérapie et de toutes les précautions, eh bien, vous savez que vous avez des consignes légales d'isolement de votre patient dans une chambre seule, avec les consignes sur lesquelles je ne vais pas insister, que vos infirmières et surveillantes connaissent bien. Enfin, eh bien, l'infection nosocomiale, une infection du site opératoire, est à déclaration obligatoire. Vous devez absolument signaler ça à la pharmacie de votre établissement, parce que là encore, l'article R6111-12 à 17 du Code de la santé publique vous impose cette déclaration. Et si vous ne faites pas cette déclaration, eh bien vous aurez des ennuis aussi. Voilà
tout ce que vous devez connaître sur ces infections nosocomiales. Si vous ne connaissez pas la totalité de ce que je viens de vous dire, eh bien le ministère de la Santé le connaît, le publie largement sur son site internet qui est consulté par les patients, par les juges, par les avocats. Donc ici vous avez sous les yeux, il suffit de vérifier le service public, le ministère de la Santé, vous tapez infection nosocomiale sur internet et vous allez voir que c'est abondamment documenté. Donc si vous voulez défendre votre pratique, encore une fois, n'oubliez pas que vous avez parfaitement le droit d'avoir des infections nosocomiales. L'essentiel est de prouver à votre expert que vous avez informé votre patient qu'il pouvait s'infecter avant l'opération, que vous avez vérifié qu'il n'y avait pas de facteur de risque insurmontable ou que l'opération avait une indication absolument indispensable. Vous avez respecté toutes les consignes péropératoires et en post-opératoire, vous avez agi comme il fallait. Moyennant quoi, si vous avez une infection du site opératoire et qu'on a démontré que votre comportement n'était pas fautif, ça n'est plus vous qui allez payer, c'est votre établissement de santé et ça, votre assureur va vous remercier. Donc, en conclusion, si vous voulez avoir une activité professionnelle sereine, eh bien votre dossier médical doit être bien tenu, qu'il s'agisse avant l'intervention de tout ce qu'on a dit, de tracer votre information, de rechercher les facteurs de risque infectieux, votre compte-rendu opératoire qui doit contenir non seulement la description de l'opération, mais encore la description du badigeon de la préparation cutanée, la description du temps opératoire, la description de la classe ASA et la classe d'Altemeyer. Enfin, après l'opération, eh bien, la surveillance tracée dans l'observation avec une trace écrite, informatisée ou non, moyennant quoi vous aurez une activité professionnelle qui sera sereine. Ça ne vous évitera pas les procès, mais en cas de procès, eh bien, vous en sortirez avec les honneurs de la patrie. Je vous remercie.